Ils essaient d'être à la fois plus proches des Européens et des Russes. On ne peut pas jouer sur les deux tableaux. On a parfois l'impression qu'Erdogan dirige les États-Unis. Qu'en pensez-vous? Nima, talk about muddy waters. Eh bien, Nima, parlons d'eau trouble. Et ces eaux troubles nous ramènent encore une fois à l'image du marécage et de ces eaux boueuses dans la mare, où Trump contemple sans cesse sa propre image, fasciné en permanence par son propre reflet. Tu as vu ce qu'il a dit hier, n'est-ce pas? Je peux faire tout ce que je veux parce que je suis le président des États-Unis. Donc il se voit, en fait, si on veut pousser la métaphore plus loin, il est Jupiter. En fait, il est Jupiter. Il frappe comme la foudre, même s'il n'a pas de foudre à la main. En réalité, c'est Apollon qui a la lyre. Donc Apollon peut frapper comme la foudre. Mais dans son esprit, Trump se voit comme Jupiter, le roi tout-puissant de tous les dieux, régnant sur l'Olympe et sur tout le reste. Cela nous amène à la deuxième partie de la chronique, Nima, car j'entre dans la réelle politique et ce qui a réellement été perçu par Trump, même avant l'Alaska, puis après l'Alaska. Il semble, en fait, ce n'est pas qu'il semble, nous en sommes certains maintenant, que Trump n'a pas compris ce que Poutine lui avait dit avant l'Alaska. Trump a interprété l'accord de Poutine sur certaines idées américaines comme un abandon de la ligne rouge ultime, à savoir pas d'OTAN en Ukraine. C'est ce que Trump a compris. Encore une fois, j'ai plaisanté en qualifiant Trump de Bismarck de l'immobilier. Et bien sûr, ce n'est pas un diplomate. Il fait des affaires. Il avait l'habitude de faire des affaires dans l'immobilier. C'est ridicule. Donc il n'a pas la finesse d'un esprit super diplomatique comme Bismarck, comme Talleyrand, vous voyez. Bien sûr, n'y pensez même pas. Donc, il s'est trompé. Ou peut-être que cela a été perdu dans la traduction du russe à l'anglais. Et évidemment, Trump a cru ce que Witkoff lui a dit. Donc Trump a aussi interprété que Poutine a. Donc maintenant nous avons des concessions de la part des Russes. Nous pouvons avoir des forces de maintien de la paix en Ukraine, ce qui est un euphémisme pour des troupes de l'OTAN. Cela peut être des troupes de l'URLA, des troupes de l'OTAN, des troupes URA-OTAN, mais la plupart des membres de l'UAP Member sont aussi membres de l'OTAN. Donc au final, ce sont des troupes de l'OTAN. Et ce n'est pas un hasard si immédiatement, les Chihuahuas décapités en Europe ont commencé à parler sans arrêt d'une force de maintien de la paix. Certains d'entre eux ont dit « Non, 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 nous n'allons pas envoyer nos soldats », comme les Italiens qui ont dit « Non, nous n'allons pas envoyer nos soldats en Ukraine ». Les Britanniques, bien sûr, ont dit « Nous le ferons ». Les Français, nous le ferons. Les Allemands ont dit « Nous le ferons ». Mais toute l'affaire reposait sur un malentendu et une manœuvre perdue dans la traduction de la part de Witkoff lui-même. Donc, Witkoff est responsable de cette énorme mise en scène autour de « Nous allons avoir une force de maintien de la paix en Ukraine ». Tout le monde sait que c'est la ligne rouge absolue pour la Russie, car la Russie interprète cela comme des troupes de l'OTAN en Ukraine. Cela signifie donc une guerre sans fin, une fois de plus. Trump, évidemment, a peut-être perçu que le piège était tendu pour lui, alors il a commencé à essayer de prendre ses distances. Ah, nous serons en soutien, nous fournirons le renseignement, la surveillance, la reconnaissance, la couverture aérienne, peut-être la défense aérienne, peut-être même des avions espions. Ce qui, en réalité, existe déjà, puisque des avions espionnés font déjà des allers-retours en Ukraine, en mer Noire, etc. Donc, c'est rien de nouveau. Mais évidemment, pas de soldats américains sur le terrain. C'est ainsi qu'ils présentent la chose à l'opinion publique américaine. Mais les Européens l'ont pris au sérieux. Donc, ce que l'on voit partout en Europe maintenant, dans les médias grand public, c'est la force de maintien de la paix européenne en Ukraine, ce qui est, encore une fois, l'OTAN sans l'OTAN. Et évidemment, les Russes, y compris Lavrov, n'ont cessé de dire « Écoutez, vous êtes complètement à côté de la plaque.
car il le répète depuis toujours. Hors de question, car cela signifierait l'OTAN en Ukraine. Donc, encore une fois, le problème de, tu as mentionné, s'il pourrait y avoir une certaine clarté venant de l'administration Trump. C'est impossible, Nima, parce qu'il navigue en eau trouble. Et même le président brouille lui-même les pistes. Et les types qui travaillent pour lui, comme Witkoff, c'est encore pire. Il a complètement embrouillé la situation avec son incompréhension de ce que Poutine lui disait, même avant de mettre en place l'affaire de l'Alaska. Les Russes considéraient que l'Alaska était un succès parce que Poutine s'y est rendu. Trump a prêté attention à Poutine en face à face. C'est très très important. Apparemment, il a enregistré 1 ou 2 idées dans son esprit narcissique, mais 5 minutes plus tard, il les oublie. Et encore une fois, pourquoi est-il si incendiaire et imprévisible? Nous le savons tous. Il peut changer d'avis en 1 seconde. Et il pourrait même commencer à envisager d'autoriser l'envoi de missiles longue portée à Kiev, fournis par les Européens. Et ces missiles finiront tôt ou tard par attaquer des cibles civiles à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Et là, nous serons tous dans une mer de noir. Tout le monde le sait. Mais évidemment, pour Trump, pourquoi pas? Everybody knows that. But obviously for Trump, why not? So that explains why the Russians are... Donc, cela explique pourquoi les Russes doivent être en alerte rouge 24h24 et 7 jours 7 sur tout. Comment il va changer d'avis? Quelle sera la prochaine manœuvre? Quel genre d'opération de relations publiques il va lancer? Etc. Je veux avoir une réunion avec Poutine et Zelensky. Peut-être que c'est pas une si bonne idée, ou peut-être que je n'irai pas, ou peut-être qu'ils iront et que je parlerai. Vous voyez, c'est flou partout. Donc, cela va être discuté à la table de l'OCS ce week-end à Tianjin. Et évidemment, ce sera abordé en face à face entre Poutine et Xi. Poutine effectue une visite de 4 jours en Chine. C'est extrêmement important, y compris l'OCS à Tianjin, puis le grand défilé du 3 octobre sur la place Tiananmen. 80 ans de la victoire chinoise sur le nazisme, le fascisme et l'agression impérialiste japonaise. Énormément important. Et Poutine et Xi seront ensemble pendant 4 jours. Donc évidemment, le partenariat stratégique sera encore plus solide après cela. Et ils vont discuter. D'accord. Comment allons-nous commencer à gérer? Comment allons-nous gérer Trump à partir de maintenant? Sachant qu'il semble totalement déséquilibré et évidemment la plupart du temps inconséquent et imprévisible. C'est très dangereux en termes de réalpolitik et dans la conjoncture géopolitique actuelle, où l'on sait que les pressions contre Trump, non seulement à l'intérieur des États-Unis, de l'État profond, des silos de la CIA, du complexe militaro-industriel, du Pentagone, mais aussi des élites atlantistes, des vieilles fortunes européennes, de toute l'architecture bruxelloise. Tout le monde s'oppose à toute forme d'accommodement entre la Russie et les États-Unis. Il doit donc trouver une sorte de victoire, Nima. So he has to come up with some sort of victory, Nima. And for the moment, there's nothing in the horizon. Et pour le moment, il n'y a rien à l'horizon. Donc, une possibilité, c'est ce que nous allons voir à Vladivostok la semaine prochaine. Les affaires. Je suis donc très très curieux des discussions économiques à Vladivostok et de savoir quels Américains seront présents. Peut-être, s'il ne s'agit pas d'une délégation officielle américaine, si nous avons des PDG ou des hauts responsables de certaines grandes entreprises énergétiques américaines, ce sera un signe révélateur que quelque chose de sérieux se prépare. Et c'est le cas. Nous savons déjà, en Russie, nous savons déjà depuis quelques jours, qu'Exxon et Rosneft discutaient déjà du retour d'Exxon sur le projet gazier de Sakhalin, qu'ils avaient dû quitter à cause des sanctions, et ils ont perdu plus de 4 milliards de dollars, qu'ils comptent évidemment récupérer. Et évidemment, Exxon décroche le téléphone et appelle la Maison-Blanche en disant « Écoutez, nous voulons retourner en Russie et faire des affaires. » C'est un langage que Trump comprend directement. Et bien sûr, d'autres entreprises américaines pourraient se dire
OK, peut-être qu'on peut recommencer à vendre du matériel énergétique à la Russie. Et ils en ont besoin, avec autant de projets gaziers partout. Et bien sûr, du point de vue trumpien, il y a l'investissement en Alaska, ce qu'il a déjà mentionné explicitement. Donc les opportunités commerciales seront discutées à Vladivostok, et à Tianjin, lors du sommet de l'OCS, ils discuteront des ramifications géopolitiques liées à la gestion de cette figure narcissique totalement incontrôlable. Il semble que l'objectif principal soit la Corée du Nord, et non les États-Unis ou une autre partie. D'une certaine manière, il fait pression pour la dénucléarisation en ce qui concerne la Corée du Nord. Mais je ne suis pas sûr que la Corée du Nord soit favorable ou disposée à en discuter. Voici ce qu'il a dit. Absolument aucune question. Cela n'arrivera jamais. D'accord, lancez-la, oui. Ce qu'il faut faire avec la Russie et avec la Chine, c'est la dénucléarisation. Et c'est très important. L'une des choses dont j'ai discuté avec le président Poutine l'autre jour, ce n'était pas seulement cela. Il y avait aussi d'autres sujets. Et je pense que la dénucléarisation est un objectif très important. Mais la Russie est prête à le faire. Et je pense que la Chine sera également prête à le faire. Nous ne pouvons pas laisser les armes nucléaires se proliférer. Nous devons arrêter les armes nucléaires. Leur puissance est trop grande. Vous savez, pourquoi est-ce que je n'y vois tout simplement pas un signe positif? Parce que le même jour, il parle de rebaptiser le ministère de la Défense en ministère de la Guerre. Comment peut-on concilier ces deux images? Ils se contredisent. Tu ne peux pas mettre ces deux images ensemble, Nima. Il ne sait même pas de quoi il parle. Il pourrait s'agir du traité INF. Il pourrait s'agir de limitations sur les missiles à courte et moyenne portée et de limitations sur les missiles à longue portée avec des ogives nucléaires. Ou bien il pourrait parler, et il ne saurait même pas qu'il en parle, d'un paradigme nucléaire complètement différent, surtout entre les États-Unis et la Russie. Et les Chinois ont dit non, nous n'allons pas discuter de notre arsenal nucléaire avec qui que ce soit, sans parler de Kim Jong-un. Kim Jong-un, le principal atout qu'il a sur la table, c'est la puissance nucléaire de la RPDC. Il ne renoncera jamais à cela. Jamais. Impossible. Absolument pas. Surtout parce qu'il sait que la possibilité d'une unification des Corées est inférieure à 0 et continuera de l'être. Parce que pour l'Empire, la Corée du Sud est un atout. Ils ne laisseront pas partir la Corée du Sud. Donc disons que dans le siècle à venir, si l'on pouvait envisager la possibilité d'une réunification des Corées, mais même là, c'est hautement improbable, vous savez. Alors Trump donne l'impression que ce qu'il a entendu de Poutine serait le début d'une nouvelle négociation nucléaire. Non, ce n'est pas le cas. Oubliez ça. Sans parler du fait qu'ils ne peuvent même pas aborder le sujet toxique de l'arsenal nucléaire d'Israël. On ne peut pas parler de non-prolifération nucléaire si Israël est autorisé à posséder un arsenal nucléaire non déclaré. Et en ce qui concerne l'Iran, toute personne ayant un QI supérieur à 50 sait que l'Iran ne veut pas d'armes nucléaires, comme tu le sais très bien, Nima. Ils sont probablement contraints d'en acquérir une prochainement comme moyen de dissuasion, car ils seront de nouveau attaqués par Israël et les États-Unis. Tout le monde le sait aussi. Donc, toute la nouvelle discussion sur les armes nucléaires est vouée à l'échec tant que tous ces tabous persistent. Et les Russes le savent très bien, car ils discutent de cette question avec la Chine et la Corée du Nord, tout autant qu'ils discutent en permanence avec l'Iran de son programme nucléaire non militarisé. Les Russes sont parfaitement au courant de tout cela, de toutes les marges de manœuvre, des raisons pour lesquelles tout est au point mort, et de ce que les Américains essaieront d'en tirer.
une forme d'avantage. Et surtout avec un président qui ne peut pas lancer un tel processus, car le complexe militaro-industriel sera le premier à dire « Non, nous ne faisons aucune concession à qui que ce soit, à commencer par les Russes, et encore moins avec les Chinois. » Que veulent-ils au fond, mais ne peuvent pas dire? Ils veulent que tous les autres se démilitarisent sur le plan nucléaire, mais eux gardent leur propre arsenal. C'est toujours la logique impériale. That's the imperial logic, always, no? That doesn't make sense because Cela n'a aucun sens, car vous essayez d'envoyer des armes à l'Ukraine, de mener cette stupide guerre par procuration depuis plus de 3 ans, et vous continuez à envoyer des armes, des renseignements, à leur donner tout ce qu'ils veulent. Mais vous pensez quand même pouvoir parler de dénucléarisation. how talk about denuclearization. So Exactly. Because Exactement. La logique intrinsèque de l'Empire, même maintenant qu'il décline, c'est la guerre perpétuelle. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus la capacité de lancer des guerres sans fin, surtout parce que tout ce qu'ils ont entrepris ces dernières années, ils l'ont perdu. Toutes, et souvent de façon ignominieuse. Donc, encore une fois, on en revient aux 50% de leur non-stratégie qui fonctionnent réellement. Ils peuvent gagner de l'argent en exploitant les vassaux. C'est la seule chose qui leur reste. Et surtout maintenant, après ce mélange de guerre géoéconomique et de guerre tarifaire contre les leaders du Sud global, ils ont réussi à accomplir quelque chose que jusqu'il y a quelques mois, beaucoup d'entre nous jugeaient impossible. Ils ont uni toutes les grandes puissances du Sud global, en particulier l'Inde et la Chine. La Chine, en termes de victoire géopolitique, c'est incroyable. C'est comme s'il y en avait une par semaine, sans arrêt. Je vais donner un autre exemple. Ils ont finalement réussi à réunir l'Afghanistan et le Pakistan à la même table. Nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes entre les talibans et le Pakistan. Seuls les Chinois peuvent faire cela. Pourquoi? Parce que les Chinois ont convaincu les talibans qu'ils allaient désormais faire partie. D'accord, on l'appelle le corridor économique Chine-Pakistan. Mais vous allez aussi faire partie de ce corridor économique. Ce sera un corridor économique Chine-Pakistan-Afghanistan, avec tous les avantages pour vous. Nous allons construire des centrales hydroélectriques pour vous. Nous allons construire de nouvelles autoroutes. Nous sommes déjà en train de construire l'autoroute qui traverse le corridor du Wakhan. Nous vous aiderons dans tous vos projets de développement à travers l'Afghanistan. Cela convient donc aussi au Pakistan, car sur une frontière géopolitique clé, le Pakistan peut enfin bénéficier d'une certaine stabilité. Le Pakistan et l'Afghanistan ont toujours été des voisins très compliqués, comme nous le savons. Les Chinois vont là-bas, parlent aux deux parties, d'accord, beaucoup d'accords ici et là. Voilà, vous obtenez une solution. C'est fascinant. Et bien sûr, les Russes ont commencé ce processus, je dirais, dès le premier jour du retour au pouvoir des talibans. Je me souviens que je suivais cette histoire au quotidien. Et l'ambassadeur russe à Kaboul comprend très bien la mentalité pachtoune. Dès le début, il était là, et les talibans lui parlaient. Et il a dit, « D'accord, je vais vous expliquer le jeu à tous. » Et ils font confiance aux Russes. C'est extrêmement important. Je suis sûr que je vais voir une délégation talibane à Vladivostok la semaine prochaine. Ils étaient à Saint-Pétersbourg il y a 2 mois. Voilà, la Russie et la Chine travaillent avec l'Afghanistan. Et tôt ou tard, l'Afghanistan va devenir membre à part entière de l'Organisation de coopération de Shanghai. Ils seront au sommet de Tianjin ce week-end, en tant que partenaires. Bientôt, ils seront également membres à part entière. Voilà comment on procède, Nima. C'est de la diplomatie à long terme. C'est beaucoup de travail. Il faut faire le travail de terrain, il faut être présent, il faut envoyer ses meilleurs ambassadeurs et responsables, tout ça. Et alors, on voit apparaître un nouveau nœud sur l'échiquier.
Dans ce cas, l'Afghanistan et le Pakistan sont extrêmement importants parce que cela signifie aussi une intégration plus étroite avec les voisins d'Asie centrale, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, etc. Et une fois de plus, les Chinois construisent de nouvelles voies ferrées. Ils veulent intégrer l'Afghanistan au réseau ferroviaire de cette partie de l'Eurasie. Compare cela à la non-stratégie des Américains, Nima. Nous ne pouvons même pas commencer cela. Il n'y a pas de concurrence. There's no competition. The SCO, Pepe, somehow. L'OCS-PP est d'une certaine manière bien en avance sur les BRICS en matière de sécurité, surtout en ce qui concerne la sécurité. Oui, comment distinguer les BRICS de l'OCS sur le plan de la sécurité? Et d'une certaine façon, on a l'impression que l'OCS incarne l'essence des BRICS. Essence of BRICS, you know, it feels that. In a sense, yeah, On a l'impression d'une certaine manière. C'est un très bon point, Nima, parce qu'ils ont commencé quelques mois avant. Peux-tu imaginer que l'OCS, les 5 originaux de Shanghai, la Russie, la Chine et 3 pays d'Asie centrale, leur première réunion a eu lieu en juin 2001, 3 mois avant le 11 septembre. Tu te rends compte? La plupart des gens ne s'en souviennent pas. Et à l'époque, c'était une idée chinoise. C'est pour cela qu'on les appelait les 5 de Shanghai. Ils allaient lutter contre ce que les Chinois appellent les 3 fléaux. Laisse-moi voir si je me souviens bien. Le terrorisme, le séparatisme. Le terrorisme, le séparatisme, tout est lié au terrorisme. Et la façon dont ils ont évolué pendant les années 2000 a été relativement lente. Puis dans les années 2010, ils ont commencé à évoluer beaucoup plus vite. Et petit à petit, little by little changing the configuration, we are not only an anti-terror organization, security. nous ne sommes pas seulement une organisation antiterroriste ou une organisation de sécurité. Nous devrions aussi devenir une organisation de coopération économique. Cela a donc commencé à se produire en 2013, 2014, 2015. Je m'en souviens très bien car j'assistais à certaines de leurs tables rondes, par exemple à Saint-Pétersbourg, et ils commençaient à parler affaires, géoéconomie, et pas seulement sécurité. C'était fascinant. Vous allez à une table ronde, parfois, très souvent, j'étais le seul occidental ou le seul non-eurasiatique. Il y avait donc des Kirghizes, des Kazakhs, des Chinois, des Russes, etc. Et ils commençaient à discuter affaires. Ces dernières années, il s'agit essentiellement de business. La plupart du temps, ils discutent d'accords. It's basically business. Most of the time, they discuss deals. They discuss economic investment, economic cooperation. Ils discutent d'investissement économique, de coopération économique, de corridors de connectivité, et tout cela, surtout après l'expulsion des Américains d'Afghanistan. Ensuite, ils ont commencé à accélérer parce qu'ils ont vu que, d'accord, notre prochaine étape est d'intégrer l'Afghanistan à l'OCS. Et ensuite, nous pourrons parler de sécurité pan-eurasienne. La Turquie est observatrice à l'OCS, mais c'est compliqué, Nima, parce qu'alors on va permettre une sorte de 5e colonne au sein de l'organisation. Et personne ne fait confiance à la Turquie, du moins parmi les grands acteurs, bien sûr. Personne ne fait confiance à la Turquie, mais la Turquie essaye d'influencer surtout le Kazakhstan, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan, car elle a une présence économique turque dans ces 3 nations d'Asie centrale. Turkish economic presence in these 3 Central Asian nations. But in terms of being Mais en ce qui concerne l'élaboration d'un modèle pour permettre aux BRICS de consolider une plateforme de sécurité mutuelle, les BRICS peuvent s'inspirer de l'OCS, d'autant plus que bon nombre des principaux membres des BRICS sont également membres de l'OCS. Et cela nous ramène une fois de plus à la raison pour laquelle Loukachenko affirme qu'au final, ces 2 organisations multilatérales finiront par fusionner, car cela a du sens. Elles poursuivent le même objectif. La seule différence, c'est que l'OCS couvre toute l'Eurasie, tandis que les BRICS sont transcontinentaux, bien sûr, beaucoup plus ambitieux. Et bien entendu, la préoccupation principale des BRICS est la géoéconomie. L'OCS s'en approche. Elle a commencé par la sécurité, mais aujourd'hui, il s'agit aussi de géoéconomie.
But now it's geoeconomics. They will be discussing a lot of deals this Ils vont discuter de nombreux accords ce week-end à Tianjin. Il n'y a aucun doute là-dessus, surtout parce que tous les principaux dirigeants seront présents. C'est beaucoup plus facile pour eux. D'accord, tu sais, cette autoroute que tu vas construire, prolongeons-la par là, tu vois? Tant de possibilités. Les corridors de connectivité, le corridor international de transport nord-sud, 3 BRICS. Et ces 3 BRICS seront également à Tianjin ce week-end en tant que membres de l'OCS. Voilà. La route de la soie arctique, qui profitera surtout à la Russie et à la Chine, mais qui pourrait aussi bénéficier aux autres. Ces nouvelles lignes ferroviaires intégrant le Pakistan et l'Ouzbékistan. these new railways integrating Pakistan, Uzbekistan. There's one railway called Pakafuz. Il existe une ligne de chemin de fer appelée Pakafuz, Pakistan, Afghanistan, Ouzbékistan. Sa construction prend du temps, mais au moins elle avance. Et pour les pays d'Asie centrale, ce sera un événement majeur. Cela nous montre, ainsi qu'au Sud global dans son ensemble, que ces organisations multilatérales peuvent être extrêmement efficaces. Il leur faut du temps pour se consolider et commencer à s'étendre. Mais c'est la même chose avec les BRICS. Une fois que les BRICS prennent de la vitesse, désormais, tout le monde veut rejoindre les BRICS. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cela s'est produit au cours de ces 2 dernières années. L'OCS, je pense qu'ils atteignent le même stade. Peut-être que le grand décollage de l'OCS commencera ce week-end. Take off of the SCO will start this weekend.